Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Frédéric Sirier, bonsoir. Vous Bonsoir Alain avez Nicolas. écrit 4 romans, Des néants sous la mer en 2008, qui était un premier roman très remarqué, puis Mélo en 2013, Je suis capable de tout et Betty Boop en 2016 et 2018. Aujourd'hui, nous allons parler de récits B. Ce sont des textes de longueur variable qui ne forment pas à proprement parler un roman, mais qui se répondent pour certains de leur ancrage dans un espace et dans un territoire, et tous par une façon de dire notre temps et de montrer comment notre époque nous parle sans forcément user de mots, mais en se servant d'enseignes, en se servant d'objets, en se servant de gestes, en se servant de trajectoires. Et avant de nous livrer au jeu des questions concernant ce livre qui ouvre beaucoup de pistes à ceux qui s'interrogent sur notre époque et sur notre littérature, nous allons vous entendre et ensuite nous allons parler. Rond-point à l'anglaise. J'aime l'enseigne du bâtiment saumon des pompes funèbres Chantal et Philippe Bruno, et encore davantage l'ambigu chatoiement de leur slogan commercial, le choix funéraire. Mix habile de raisons marchandes ouvertes, l'éventail des options budgétaires et matérielles pour l'esthétique du deuil, et de nécessités sociales fermées. La mort, incontournable comme une compilation énergie des hits de l'été 2012. Lorsque l'an passé, la presse d'Armor, l'hebdomadaire des côtes du Goëlo, m'avait sollicité au téléphone pendant mes vacances en me demandant, avec la déférence angoissée d'un média subalterne, « Quelles sont vos promenades préférées quand vous revenez au pays ?» Je n'avais pas menti en citant le rond-point de l'Envolon et son noir diamant, l'établissement Bruno. Mon bras gauche pend de la vitre baissée du Chrysler Cruiser gris métal loué à l'aéroport de Lannion, alors que je m'apprête à entrer sur le giratoire à la vitesse lente de 18 km/h. Je hais cette prudence de couvre-feu universel instituée par l'avènement du rond-point comme forme idéale de distribution routière à létalité atténuée. Formule publicitaire de l'Armurier Caron, développeur et fabricant de flashballs, invention française de Pierre Richer, expert en balistique auprès des tribunaux. Je cède le passage à un camion poubelle qui scintille au soleil et qui supporte à l'arrière 2 rippers exténués dans leur combinaison orange fluo à baudrier chromé. Ces hommes, qui, je l'espère, auront le temps de se changer pour leur vendredi soir, sont au fond mes confrères. Nous œuvrons quotidiennement au tri sélectif des déchets, eux dans l'ordure ménagère, moi dans la critique d'art, à Friseux, 02, Art Forum et May. L'Envolon, 1800 habitants, situé à une dizaine de kilomètres du littoral et négligé touristiquement, la commune possède assurément un génie politique et plastique propre et s'est réinventée grâce à son rond-point principal, autour duquel se déploie une zone artisanale et commerciale en croissance continue depuis une vingtaine d'années, au cœur d'un réseau routier polycentrique très fréquenté. Dans l'Envolon, j'entends « volant ». Le rétroviseur extérieur abolit un panneau touristique « Paimpol, cité des Islandais », 15 km. J'en reviens après l'inauguration sur le port de la statue monumentale de Gaude et Yann, les amants tragiques du roman de Pierre Loti, Pêcheurs d'Islande. Ils s'étreignent au bout de la jetée en un long baiser de marbre gris. On ne demande pas aux élus d'être cultivés, mais on n'a pas non plus à supporter le ridicule de leur politique culturelle. J'aurais, à titre personnel, préféré l'érection d'une statue du Paimpolais l'aile gouache qui apparaît dans Impression d'Afrique de Raymond Roussel. Tombé d'un mât et amputé du tibia, le malheureux joue du pipeau avec son membre transformé en instrument de musique. Mais tout cela n'a aucune importance.
J'ai présentement la chance de me trouver à 18h27 aux abords du rond-point de l'Envolon inondé de soleil, face au terre-plein central, un bosquet et quelques buissons sommairement entretenus. Rien. À ma droite clignote l'enseigne bleue du Relax Hotel, une construction beige de type lotissement divisée en 3 parties, chacune agrémentée d'une antenne parabolique comme un grain de beauté à l'ère médiatique. Une anachronique publicité Canal+ apposée sur la partie centrale de l'établissement rappelle qu'il y a 25 ans, et visiblement encore aujourd'hui, le supplément d'âme des hôtels pour VRP était la possibilité d'un match de foot et d'un film porno dans la solitude d'une cellule fonctionnelle. Devrais-je aller voir le gérant pour lui conseiller d'actualiser l'image de l'hôtel en remplaçant la publicité Canal+ par beIN Sports, la chaîne des Qataris ? Le Relax Hotel est un hôtel propre, livide, utilitaire, fleuri, figé dans son apothéose 80s. Comme si les pompes funèbres tenues par Chantal et François Bruno s'étaient chargées d'embaumer la façade, avec cependant une possibilité de salut, celle d'une vue imprenable sur le rond-point de l'Envolon un vendredi soir de septembre au crépuscule. Avant, je préférais les lignes droites, mais maintenant je préfère les ronds-points. Et davantage même que les ronds-points, le souple mouvement circulaire qu'ils imposent au volant, le moment de secrète confusion du choix, quand on ne sait si on a vraiment envie de prendre une sortie ou de ne jamais quitter le réseau et de continuer de tourner, toujours, comme sur la platine de bitume d'un tourne-disque existentiel. Malheureusement, il faut toujours prendre une direction. Le manège social est sérieux, les contrôles de gendarmerie fréquents, l'hôpital psychiatrique menaçant, sans mouvement, gavé de calmants, attaché sur un lit à roulettes. J'aime les ronds-points, l'idée glacée que les images du hasard et du destin, 4 vents ou 4 chemins, aient été remplacées à coups de bulldozer par celles de distribution fonctionnelle et de ventilation automobile. J'aime le rond-point de l'Envolon, qui ce soir, alors que l'on m'attend à 130 km d'ici, ne m'a jamais paru aussi splendide, évident, magnétique. Alors ce rond-point de l'Envolon qui fait un peu comme le centre du monde de Dali. En tout cas, c'est pour moi le centre du roman et peut-être un peu la figure qui organise d'une certaine façon l'ensemble du livre, qui tourne autour peut-être d'abord de la locomotion, hein, du déplacement. Tout se passe par des trajets. Le premier suit une voie de chemin de fer, presque oubliée, mais sauf par les touristes. Et puis le dernier des textes s'appelle Le Virage éternel. Donc il y a une sorte d'éternel retour, d'éternelle giration qu'on voit permanente dans le roman. Est-ce que c'est quelque chose qui vous avait au départ, qui apparaissait comme devant organiser le livre, ou est-ce que c'est apparu peu à peu, et quelle place ça peut tenir dans votre travail? Je pense à Mélo, par exemple, où il y avait cette figure énigmatique comme ça d'un motard qui tournait dans le périphérique et entre les textes qui formaient le livre. Alors c'est quelque chose, pour être franc, dont je n'ai pas une conscience aiguë. Après, voilà, je constate évidemment que je suis très souvent motorisé ou en mouvement. Alors pour ce texte, Rond-point à l'anglaise, il faudrait tout de même le resituer dans un contexte. En fait, c'est un texte de 2012 que j'ai un tout petit peu remanié, du moins agencé, voilà, un ou deux paragraphes, mais pas réécrit du tout. Mais en fait, qui a été produit en 2012, c'était une commande de la Biennale d'art contemporain de Rennes. Et en fait, la commissaire d'exposition, Anne Bonin, avait commandé ce qu'elle appelait des dime novels, c'est-à-dire en gros des petits textes, des histoires de 3 ou 4 sous, voilà, comme on dit. Et j'avais quelques coéquipiers, voilà, qui ont avec moi écrit un texte. Alors il y avait le poète Stéphane Bouquet, il y avait la regrettée Claire Guézangard, il y avait Pascal Bouénic et il y avait Maëlys de Kerangal. Voilà. Donc l'idée finalement c'était la figure de l'Ouest et la figure du pionnier. Voilà. Donc j'ai tout simplement
choisi voilà, un espace, un sujet, comme on dit. Et ce rond-point, voilà, toujours, j'y passe très très souvent, et non pas que je lui accorde une importance voilà, qui serait un peu excessive, mais j'ai vu, si vous voulez, la mutation de l'espace socio-économique et l'inscription, tout simplement, de ce qu'on appelle aujourd'hui voilà, le libéralisme dans la configuration même du lieu. Voilà. Donc j'ai décidé, tout simplement, de m'amuser avec cette figure. Le rond-point de l'Envolon, les pompes funèbres m'ont fasciné. Elles sont vraiment rose saumon, avec ce slogan qui est quand même délirant, le choix funéraire. Et voilà, j'ai commencé à essayer de faire une petite installation. Finalement, c'est un texte installation où je bricole quelque chose sur ce rond-point. Alors voilà, les ronds-points ont été amenés à devenir quelque chose de très très important en France, mais à l'époque, je ne pouvais pas le savoir. Voilà. Alors moi, j'ai quand même une scène primitive avec le rond-point. D'ailleurs, c'est un épisode que je relate. C'est qu'un jour, j'étais quand même jeune, j'avais une voiture, une vieille Peugeot, une 404, et j'avais 2 amis à l'arrière. On avait un peu bringué, on va être franc. Et pour rire, je ne me suis pas arrêté j'ai pas arrêté de tourner en fait autour d'un rond-point. Et mes amis rigolaient à l'arrière. Et à un moment, ils m'ont dit mais t'es complètement cinglé, il y a les flics. Et en fait, il y avait les flics. Et je ne les avais pas vus. Donc, j'ai jamais été, je pense, aussi en règle de ma vie, puisqu'on m'a pas arrêté. Mais dès que je les ai vus, je suis parti. Voilà. Alors bon, si ce rond-point peut-être donc instaure une certaine forme hein, donc à la composition du livre, mais c'est aussi une manière d'entrer dans le terroir qui fait l'objet, enfin en tout cas où se situe un certain nombre de textes. Bon, le premier texte, locomotif, hein, donc qui dit bien aussi ce qu'il veut dire. Et ça m'amène à vous poser un peu la question du rapport au terroir breton, au terroir du Goëlo, si on peut dire. Donc ce pays qui va grosso modo de Saint-Brieuc à Paimpol, et qui, en fin de compte, d'une part, est l'objet d'un certain nombre de légendes touristiques dont vous parlez, hein, les fameux Terre-Neuva, et puis il y a 2 fois la statue et puis le panneau Paimpol, cité des Terre-Neuva, et puis qui est en même temps un endroit qui, comme toute la France périphérique, ce qu'on a appelé la France périphérique, un truc un peu moche et commercial et quotidien. Et puis, c'est aussi, on retrouve la légende par d'autres bouts, en s'enfonçant dans la forêt, en quittant la grande route, en allant dans des territoires où il y avait des temples très anciens et non identifiés, en participant à une fête qui n'est pas du tout une fête folklorique, mais la véritable incarnation quotidienne aujourd'hui de certaines fêtes très anciennes. Alors quel est un peu votre rapport d'écrivain à cet espace? Bon, mis à part effectivement ce qu'on vous a demandé d'écrire, mais vous, comment vous le voyez, comment vous l'incorporez depuis ce rond-point jusqu'au parc éolien de Saint-Brieuc et à la valorisation des déchets, etc. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le mot terroir, pour être franc, je l'aime pas tellement, en fait, parce que je trouve qu'il minore un peu les espaces, et puis il y a un côté rustique, un peu plouc, voilà. Donc, comment je pourrais dire ça? Alors, moi, je suis né à Paimpol. Mon père était administrateur des affaires maritimes, et en fait, on a beaucoup déménagé sur le littoral français. Voilà. Donc, l'idée de déménagement et de territoire, de fait, fait sens pour moi. On en retrouve les traces hein, dans tous les lieux, tous les espaces que j'aborde. Alors, je raisonne plutôt tout simplement en termes d'envie et de désir. Voilà, il y a des endroits qui me plaisent, et à ce titre, j'essaye d'écrire, de m'y enfouir, d'y trouver des choses. Alors, on a parlé du rond-point de l'Envolon. Voilà, alors la première nouvelle, effectivement, c'est une sorte d'errance le long de la voie ferrée, puis dans la forêt. Voilà, le train va de Paimpol à Pontrieux avant Guingamp. On trouvera effectivement aussi des lieux imaginaires. Finalement, c'est plutôt l'imaginaire, je dirais, quasi politique des territoires qui m'intéresse. Voilà. C'est pas la célébration d'un quelconque
d'un quelconque pittoresque, hein, auquel en fait, je ne songe d'ailleurs absolument pas. Voilà. Oui, alors évidemment, on le voit bien, hein, puisque les premiers contacts qu'on a justement avec cet espace sont bon, quelque chose qui est totalement presque fantasmé. Bon, ce piéton qui marche sur une voie de chemin de fer dans une ambiance qui pourrait être celle de n'importe où, d'un western, de l'outback australien, d'où on veut, et puis qui va effectivement aller dans un monde où la magie surgit ailleurs d'une autre manière que le folklore touristique nous le propose, quoi, en fait. Alors absolument, alors on commence effectivement sur la voie ferrée et puis on va finir dans la forêt. Et en fait, c'est un lieu absolument éblouissant, hein, n'ayons pas peur des mots, qui s'appelle la Halde de Traunès, où a eu lieu l'affaire Seznec, la célèbre affaire Seznec. Et en fait, c'est finalement le lieu, le bois, la forêt qui a déterminé... paf, j'ai pensé à la chanson des Cure, A Forest, et les choses se sont produites ainsi, et les choses se sont contaminées, hein, pour que j'écrive et que je progresse dans le récit. Voilà. Donc l'idée pour moi, c'était effectivement peut-être de quitter quelque chose, et puis de me remémorer aussi hein, comment je pourrais dire ça, pas simplement des espaces, mais des moments culturels, et puis aussi d'évoquer des destins. Hein, voilà, avec l'histoire, c'est l'histoire d'une rencontre, hein, cette nouvelle. Il y a quelqu'un qui, voilà, le narrateur, lui, marche le long de la voie ferrée, et puis il va rencontrer quelqu'un qui est en petite forme et qui est resté bloqué, voilà, sur des fantasmes adolescents, mais finalement, il aura consacré à sa manière sa vie à ça. Voilà, donc c'est vraiment cette nouvelle-là, c'est l'histoire d'une perte, et d'une perte sans fin, et aussi de l'amitié. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre des gens comme ça, hein, voilà. Donc, si vous voulez, les territoires sont peuplés. Hein. Il y a des humains, il y a des vies. Hein. Alors, dans l'auberge fantastique qui s'appelle le Phalanstère, où on va passer une soirée un 30 avril, c'est-à-dire dans 2 jours. Voilà, le 30 avril, dans 1 an et 2 jours. Voilà. Le 30 avril, c'est Walpurgis, hein, c'est la nuit du mal, la veille de la fête des travailleurs. C'est l'occasion pour moi aussi peut-être d'évoquer des silhouettes, des gens disparus. Alors j'espère, hein, le livre à la pêche, hein, et n'est pas triste du tout, mais cette nouvelle a été aussi cette occasion. Hein. C'est-à-dire que les territoires ont leur pertinence évidemment présent dans leur configuration, mais ils sont aussi bien sûr source de souvenirs, d'émotions, d'affects, et puis de jeux, parce que quel plaisir que de se perdre, voilà, et de trouver dans les ténèbres de la nuit une auberge, un lieu accueillant. Oui, voilà. Et une marque de bière inventée d'ailleurs. Oui, l'enlève noir. Alors, c'est un livre qui est effectivement très précis sur le territoire dont on a parlé, mais ce n'est pas un livre d'enracinement, ce n'est pas un livre régionaliste du tout, puisqu'il nous balade un peu partout. Il nous balade à Dunkerque, il nous balade au Stade de France, il nous balade en Algérie, et même dans l'espace, où il y a un autre Français qui a fait aussi son mouvement giratoire. Et alors, bon, coïncidence ou pas, c'est aussi un Français qui se trouve dans un des textes, et que depuis l'Algérie, on peut regarder tourner. Alors je vais lire quelques pages d'un texte qui s'intitule « Un Français dans l'espace ». On marchait dans Alger quand Mehdi m'a raconté un truc sur lui et son compère Rafik, l'ancien chanteur d'un groupe de black metal, aujourd'hui réalisateur de films de genre. Un jour, Mehdi lui demande de l'accompagner pour voir un documentaire sur le spationaute Thomas Pesquet. « C'est quoi exactement ?» lui demande Rafik. Mehdi précise. « Un documentaire sur un Français dans l'espace. »« Un Français dans l'espace ?» Rafik éclate de rire. « Tu veux que je vienne avec toi pour voir un Français dans l'espace ?» Depuis, c'est un joke entre eux. Un Français dans l'espace. J'ai aussitôt pensé à ce titre de Libération pour la sortie de Greystock,
La légende de Tarzan, film sophistiqué et ridicule du début des années 80, starring Christophe Lambert. Le roi des singes est un Français. Nous sommes passés devant la pharmacie L'Orchidée, à quelques pas de l'aéro-habitat du quartier de Telemli, longue barre en suspension dominant Alger sur le modèle des unités d'habitation marseillaises de Le Corbusier. Petite utopie de béton du début des années 1950, aujourd'hui défraîchie, couverte de paraboles pour saisir les signaux satellitaires du monde entier. On a franchi l'édifice en suivant l'avenue Krim Belkacem. Les escaliers là-bas, ils filent vers le centre, rue de Bussy, puis Didouche Mourad. Je les prenais le vendredi pour le Hirak. La place était remplie de flics et de fourgons. Le toit de l'aéro-habitat squatté par une poignée d'habitants et de photojournalistes. Je voyais bien la scène avec son côté théâtral, quasi expressionniste. Deux groupes homogènes en opposition statique au sol, les forces de l'ordre versus la population, plus quelques manifestants retranchés dans les airs, armés du seul feu numérique. Et là, à droite, le tarif, c'était une double rangée de policiers casqués qui barraient le boulevard. À 10 minutes, tu trouves les Beaux-Arts. J'ai failli m'y inscrire. À l'époque, je voulais faire de la BD. J'ai voulu savoir s'il y avait des choses à lire sur le Hirak, des choses un peu fines et obliques, des livres. Il n'y a pas encore eu beaucoup de littérature sur le sujet, trop tôt. Et puis, la littérature de l'urgence, on a déjà fait, ça vieillit mal. J'avais rencontré Mehdi lors d'un atelier d'écriture donné à Bab el-Oued en compagnie de l'écrivain Yves Pagès dans les locaux des éditions Shihab. C'était, pour lui et pour moi, un peu par hasard d'ailleurs, le premier atelier que nous donnions. À l'époque, je n'en avais rien à foutre des ateliers d'écriture que j'assimilais à de l'animation socio-culturelle. Le creative writing était assez loin des pratiques de ma génération, à tort certainement, du moins sous certains aspects. N'étant pas de la famille des ingénieurs du texte spécialistes en consignes d'écriture, mon partenaire et moi avions fait comme nous pouvions, en proposant des sujets, en naviguant à vue, en circulant fébrilement parmi les participants des deux sexes, en commentant leurs écrits, en improvisant largement. Les filles avaient été les plus explosives. Punkette à la prose enragée, auteur de romans noirs mettant en scène une héroïne siliconée organisant des parties de poker clandestines chez elle l'après-midi, femme traumatisée par les barbus qu'il avait regardés accoucher à l'hôpital. Nous assistions à notre manière, live, au désir de création d'une nouvelle génération d'Algériens, d'Algériennes, au sein d'une société à 50 vitesses. J'étais français, je voulais bien faire, mais j'avais l'impression de marcher sur des œufs. À tort. Il suffisait de laisser les choses prendre forme, et elles avaient pris forme. J'étais resté en contact avec Mehdi, l'un des plus talentueux du stage. Il m'avait envoyé quelques bons textes, des textes courts. Ismaël, une partie d'échecs mutique dans un jardin où l'ombre peu à peu gagne la partie. Trip, trajet halluciné au fond d'un autobus. Le pistolet, nouvelle où rôde le spectre de Burroughs. Mehdi voulait écrire et se faisait la main. Sur ta gauche, c'est le parc Beyrouth. Je m'y posais parfois pour manger un complet escalope quand je travaillais dans le quartier. Réverbère néoclassique devant la grille d'entrée, cèdre resplendissant, immobile dans la torpeur, feuilles scintillantes, 2 berlines noires stationnées, la peinture brûlante à l'œil, sandwich complet escalope. Roland Barthes eût-il analysé de la même manière l'effet de réel à partir d'un cœur simple de Flaubert si le baromètre accroché au mur près du piano dans la salle de Madame Aubin avait été remplacé par un complet escalope posé sur la table à manger? Motivation du détail bourgeois versus émancipation politique étrange de la formule. Peut-être le repas de félicité. Et le quartier d'Albiar, c'est loin ? Non, c'est plus haut derrière, sur les hauteurs. Un jour, une chanteuse amatrice, une amie d'amis qui a grandi là-bas, m'envoie un clip autoproduit où elle célèbre les jardins en dansant devant la mer. Un truc nostalgique, un peu à la Dalida. Dans les jardins d'Albiar, sur fond de vagues et de danses arabisantes. Rien de bien végétal, de l'eau et du vent. Elle a démotivé sa chanson. Albiar, c'est le quartier d'enfance de Derrida.
il y a une boîte de travaux publics en Île-de-France dont j'admire le nom. Déconstruction Marteau, des spécialistes de la démolition. Mehdi était plutôt un constructeur. J'avais découvert par hasard sa signature dans Fassel, une jeune revue de critique littéraire algérienne éditée en français et en arabe, dont le 2e numéro, consacré à Mohamed Dib, m'avait été adressé électroniquement. Dib était-il connu en France ou tombé dans l'oubli, malgré une 50aine de livres publiés? Sa trilogie Algérie, composée de romans écrits au début des années 50, La Grande Maison, L'Incendie et Le Métier à tisser, bénéficiait en tout cas d'une nouvelle édition chez Barzakh à Alger, avec de rares photos de l'époque coloniale prises à Tlemcen par l'auteur lui-même. Mehdi s'était intéressé pour sa part à Un été africain, publié en 1959. Le roman met en scène, sur fond d'inquiétudes liées à de troubles événements, une micro-société traditionnelle en train de se fissurer. Une jeune femme voulant devenir institutrice malgré les résistances de sa grand-mère, un homme de peu en pleine crise existentielle, un autre encore témoin de la mise à sac d'un village par les Français. Tu sais que Dib a vécu quelques années à Meudon à partir de 1964 ? Ah non, après Céline, donc mort en 61. Dib et Céline, qu'auraient-ils eu à se dire ? Ils auraient parlé de l'exil. Remarque, il y a toujours plus exilés qu'eux. Là, on passe sur le pont des suicidés. Il y en a un dans chaque ville qui se respecte. J'ai pensé au pont Schumann de Brest, qui mène à la fac qui ne mène nulle part, et tout au long duquel ont été installés d'infranchissables et sadiens parapets. J'ai pensé à cette vieille boîte de nuit spéciale extrême fin de nuit, le Manège, où on allait après la fermeture de tout, mais je ne sais plus si elle était pile au pied du pont, prête à recevoir d'improbables clients tombés du ciel. Et puis j'ai compris qu'on marchait sur un immeuble, que le pont était un immeuble, que le sommet de l'immeuble était une route, que l'on marchait sur une route qui était une toiture. On a continué sous le cagnard. À cette heure précise, j'aurais préféré une voiture et la nuit et la fraîcheur d'une vitre baissée, mais c'était ainsi. Je ne sais pas ce que faisait Mehdi en ce moment. S'il avait un boulot, s'il gagnait sa vie, s'il ne la gagnait pas et travaillait pour lui, où voulait-il m'emmener ? Alors, il y a 2 textes qui se situent en Algérie. Il y a celui-là, celui qu'on vient d'entendre, où passent beaucoup d'écrivains et de philosophes. Et il y en a un autre qui a une tonalité un petit peu différente, puisque là, on est plutôt dans la préparation, l'attente d'un concert, d'un genre improbable, qui est une sorte de black metal algérien. Et ça m'amène à vous demander quand même quelle est l'importance de l'Algérie dans votre... déjà dans le livre, pourquoi elle tient cette place et pourquoi on vous y sent à ce point investi. Des amitiés, tout simplement. La complexité, bien évidemment, de notre histoire commune. Alors j'aimerais parler tout de même de ce texte, Un Français dans l'espace. Après, je parlerai de Où est Satan ? Voilà. Alors, Un Français dans l'espace, ça me tenait à cœur. Voilà, moi, Mehdi, on est copains, on communique souvent. Je sais qu'il écrit, j'ai lu des choses de lui. Il s'appelle Mehdi Oussinat. C'était important pour moi d'essayer de l'écouter, d'accueillir sa parole, le temps d'une promenade à Alger qui pose la question de l'écriture francophone en Algérie. Et lui, il répond à sa manière. Et les lecteurs découvriront voilà, sa vision et sa manière d'écrire, d'éprouver, de désirer la littérature. Voilà, donc c'est un texte d'amitié. Et c'est un texte... comment je pourrais dire ça Voilà, je voulais que Mehdi habite ce texte, voilà, au sens fort. Voilà, après, faudra le lire. Alors, Où est Satan ? C'est le 2e texte, voilà, qui met en scène quelqu'un qui s'appelle L.I. von Wacht, qui est un chanteur de black metal, de son vrai nom Rafik Lagoun. Alors, Rafik est un copain de Mehdi. Mehdi m'avait présenté à Alger Rafik. Alors, Rafik a été bassiste et chanteur d'un groupe qui s'appelle The Cult of Satanakia.
Aujourd'hui, il est bassiste dans une formation qui s'appelle Killing Machine. Et c'est quelqu'un qui écrit des scénarios de cinéma, qui veut réaliser des films de genre. Voilà, il a un très très beau projet qui s'appelle Photomodèle. Voilà. Alors l'idée pour moi, c'était d'aller voir un peu l'imaginaire, les cultures underground, bis en Algérie, et de les mettre en scène. Voilà. Alors, Rafik m'a aidé, m'a piloté sur la question des effets de réel, etc. Donc c'est vraiment un texte qui dit des choses sur l'Algérie qu'on ne connaît pas. Parce que comment on connaît l'Algérie, finalement, par le filtre des médias. C'est un pays, encore une fois, où il y a voilà, des centaines de choses, évidemment, différentes. Mais l'idée, c'était aussi un texte bien évidemment de partage, mais d'aller dans le sens, pour le coup, davantage d'un récit B, c'est-à-dire aussi d'un récit bis. Je fais écho à ce qu'on appelle le cinéma bis, voilà, où on peut explorer tout ce que j'aime, moi, au Cinoche. Le Cinoche, on peut entendre aussi série B. Série B, absolument. Série B, cinéma bis. Voilà. Alors, je pense au formidable livre publié chez Vertical de Jacques Torrens, qui s'appelle Le Brady, Cinéma des damnés, qui est un livre tout simplement extraordinaire, qui nous plonge voilà, dans la réalité du Brady au début des années 2000, où on diffusait ce type de film. Voilà. Alors, l'histoire est très simple. C'est un cinéaste français, réalisateur de films d'horreur, il est d'origine algérienne, et il se rend en Algérie où il va rencontrer le chanteur de The Cult of Satanakia, qui a écrit un scénario que lui a envie de tourner. Et ça va se passer de fort bizarres manières. Voilà. Alors il y a donc cette idée du genre comme sous-produit, si on peut dire, et en même temps qui tient la rampe, enfin qui est à la première place dans ce travail. Et d'ailleurs, pour en revenir au rond-point, à un moment, vous parlez, vous faites une sorte de digression en demandant quels seraient les descripteurs littéraires et artistiques qui permettraient d'appréhender la réalité. Une sorte d'ontologie du rond-point, si on peut dire, et donc avec évidemment de grands auteurs, Claude Simon, etc. Et puis on passe assez rapidement à Ballard, donc auteur de science-fiction, et puis il y a Daft Punk, et puis il y a Raymond DeVos, etc. Donc il y a une sorte d'absence de hiérarchie absolue, et qu'on va trouver finalement tout au long du livre, puisque bon, ce qui se passe dans un concert ou ce qui se passe dans un match de foot de Manchester a une importance aussi spectaculaire et aussi, je dirais pas noble, enfin fait aussi partie du grand genre. Femme fumigène est un tableau d'opéra baroque énorme et tout aussi puissant que ce qu'on peut imaginer en étant dans les genres nobles. Alors oui, j'aime le baroque. Alors j'ai mis du temps à le comprendre, et en fait il a fallu qu'on me le dise. On m'a dit tu es baroque, j'ai dit bon bah d'accord. Et comment dire, le baroque, c'est la prolifération, c'est le déséquilibre, c'est l'absence de centre, paradoxalement, c'est la multiplicité des ancrages, c'est peut-être aussi la vitesse, les changements de focale, les écarts entre les tailles d'espace, et aussi le mouvement, tout simplement. Voilà, c'est l'ornementation. Voilà, et puis c'est aussi le fait de trembler, peut-être, et que le monde soit profondément, éprouver ça. Et moi, je l'éprouve. Voilà, le monde est hétérogène, instable, et j'ai du mal peut-être à essayer de le plier à une seule chose. Voilà. Alors, je ne suis pas comment on pourrait dire ça aujourd'hui, quelqu'un qui cherche une réduction des choses. Alors moi, il y a des minimalistes que j'aime beaucoup, mais il y a aussi peut-être des écritures qui sont plus tenues, qui sont plus homogènes. Voilà, moi, ça craque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, le baroque, c'est la conscience de la puissance des moyens de l'art poussée jusqu'à l'excès, jusqu'à l'extrême. On sent là dans ce livre qu'il n'y a jamais rien de trop. Je suis excessif. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est aussi, on peut détecter ça, si on peut dire, aussi, qui est une grande figure du baroque, qui est le passage de l'immonde,
du bas au sublime. Je pense par exemple à cette scène qui se passe dans la Porte Saint-Denis, qui est une sorte de cloaque quand on en fait le tour et quand on est à sa base, et qui peut être un observatoire cosmique magique. Oui, alors c'est vrai, le thème du bas, le thème du déchet est important dans le livre, qui a, mine de rien, tout de même, ces lignes de force. Et le baroque, c'est aussi l'inquiétude, profondément. Et la question de l'inquiétude artistique est présente dans plusieurs textes. Hein. Alors, j'y ai réfléchi, voilà, un peu. La première, puisque c'est l'histoire de quelqu'un qui se perd dans le désir d'une chanson, dans le désir oui, d'une forme. Ce portrait de Damien. Il y a Damien, qui est quelqu'un que j'ai bien connu, auquel je rends hommage. Et voilà, je voulais parler de lui parce qu'il dit quelque chose de la littérature. C'était comment on va dire ça, un écrivain sans œuvre, pour reprendre voilà, la terminologie de Jean-Yves Joannet dans ce livre formidable qui s'appelle Artiste sans œuvre. Alors pour moi, c'était important de parler de lui, pas pour le plaisir d'évoquer une figure tragique, mais parce qu'il dit quelque chose de la littérature, des limites aussi où elle nous pousse, où elle nous contraint, où elle nous enferme. Voilà, il y a d'autres, il y a Nicolas Sirier, le typographe fou. Voilà, j'en fais un peu mon double maudit dans le livre. Je dresse son portrait. Vous voyez, la question du baroque, c'est aussi ça. Le baroque, c'est profond. C'est pas simplement l'ornementation, la tarte à la crème, la pâtisserie belge. C'est pas ça le baroque. Hein. Voilà, le baroque, c'est la beauté de l'éclat, de l'effroi, de la miniature. C'est barocco, la perle irrégulière en portugais. Voilà. Alors c'est peut-être. Mais c'est des choses que j'ai en moi. Je revendique pas une esthétique baroque. Je veux dire, je suis écrit. Voilà. Mais c'est aussi certain que j'aime ça. Une érotisation aussi pas seulement du corps, mais aussi une érotisation du déchet, éventuellement. Alors dans Mélo, je promenais mon briquet. J'avais un briquet, là, une femme nue, érotique, que je promenais sur un océan de déchets. Il y a ce texte qui s'appelle Or comme ordure, que l'on trouve là dans Récit B, et qui avait été pour le coup une commande de la Bibliothèque des Futurs de Saint-Brieuc, qui est une structure qui demande à des écrivains d'écrire des nouvelles un petit peu d'anticipation pour envisager le futur. Et je me suis penché sur la question du déchet à Saint-Brieuc, et je rencontre une belle musicienne, le narrateur du moins, le photographe. Voilà, c'est un photographe, voilà, qui zone dans Saint-Brieuc, qui est là pour photographier la ville. Alors, dans le domaine de la photo, c'est un truc que moi j'aime, voilà, quand il y a des commandes en fait. Hein, vous voyez, c'est un truc que j'aime. Par exemple, on demande à un très bon photographe de photographier une ville. Il y a eu un boulot formidable d'Eggleston sur Dunkerque, par exemple. Je le cite d'ailleurs. Voilà, donc c'est un peu ce désir d'œuvre contraint qui m'intéresse et que là j'ai exploré. Alors l'érotisation est réelle. Hein, ça, voilà, c'est le désir, comment on va dire, désir des choses. Alors l'érotisation du mouvement, érotisation de la présence humaine, de la présence peut-être féminine. Que dire? Et puis c'est aussi, comment je pourrais dire ça, dans le catalogue vertical, il y a une part bis et un peu érotique. Hein. Alors j'ai cité Jacques Torrens, et il y a aussi Griselda Réal. Il y a Gabriel Witkop, à sa manière aussi Nicole Caligaris, d'autres. Il y a des auteurs aussi qui ont un talent érotique. J'ai découvert récemment Hubert Antoine, qui a un vrai talent érotique. Donc il y a ça, voilà. Mais moi j'ai ça me plaît. Et la littérature, voilà, qui moi m'a toujours plu. C'était des gens qui ou bien érotisaient le langage, ou bien érotisaient le corps des sujets sexuels que nous sommes, ou le corps, comment on va dire ça, le corps social. Voilà. Donc moi mes héros sont les grands, on va être franc, les grands dingues de la fin du 19e, et qui comptent évidemment quelques érotomanes de génie. Je pense en particulier à Pierre Louis. Hein, La femme et le pantin est un livre extraordinaire. C'est incompréhensible qu'on n'étudie pas ce livre, davantage, je pense, au lycée. Puis bien sûr, les surréalistes, d'autres, etc. Mais Alain Nicolas, je pense que tout ceci, c'est pour que je lise un peu quelques pages du texte sur la porte Saint-Denis, avec grand plaisir. Très belle et la très inutile porte de Saint-Denis. Ah, qui a dit ça?
l'équipement de la pensée. François Blondel, 1618-1686, est passé à la postérité grâce à son cours d'architecture, 1675, où il développe pour la première fois le calcul des escaliers. L'énoncé nous est resté sous la dénomination de formule de Blondel. M égale 2H plus G. La ville de Paris honore aujourd'hui la mémoire de François Blondel par une rue portant son nom près de la porte Saint-Denis, qu'il a conçue, entre les rues Saint-Denis et Saint-Martin. Cette rue est historiquement un haut lieu de la prostitution parisienne. On aborde le fondamental boulevard Bonne-Nouvelle, 347 x 35 mètres, par la porte Saint-Denis. Très belle et inutile aux hommes, elle devient laide et pratique en servant d'abri aux pigeons. Ce paravent intérieur du grand appartement parisien forme une double frontière, spatiale avec le 2e arrondissement et temporelle avec le XVIIIe siècle. Paris n'étant qu'une suite d'extensions, un jour viendra, j'espère, où les banlieues limitrophes seront annexées. Ludovico Magno, Louis le Grand, Louis XIV, le roi Soleil, les colossales lettres de bronze sur le fronton de l'édifice surchargé de sculptures guerrières, armes, trophées, lions, gueules ouvertes, langues pendantes, brillent par temps clair et veillent sur le bouillonnant faubourg, parisianisé par le haut, mondialisé par le bas, en expansion. Je commençais d'errer dans ces rues propices qui vont du carrefour Poissonnière à la rue Saint-Denis. La solitude et l'obscurité achevèrent mon ivresse. La nuit était nue dans les rues désertes et je voulus me dénuder comme elle. Je retirai mon pantalon que je mis sur mon bras. J'aurais voulu lier la fraîcheur de la nuit dans mes jambes. Une étourdissante liberté me portait. Je me sentais grandi. Je tenais dans la main mon sexe droit. Je ne sais pourquoi c'est là, en effet, que mes pas me portent, que je me rends presque toujours sans but déterminé, sans rien de décidant que cette donnée obscure, à savoir que c'est là que se passera cela. Je suis parti le premier vers 11h30. J'avais très envie de pisser et, craignant de ne pas trouver de taxi et de devoir prendre le métro, je suis entré dans un bistrot du boulevard face à la porte Saint-Denis. Dans un coin, tassé près de la porte des toilettes que je peux à peine ouvrir, 3 êtres indéfinissables, mi-merlan, mi-efféminés, parlent d'une prostituée marseillaise, à ce que j'ai compris. Un bel asiatique tatoué, je voyais le bleu-vert du tatouage dépassant la manche courte de sa chemisette, entraîner un comparse à jouer au flipper. Caractère déjeté du quartier. La très belle et très inutile porte Saint-Denis. Quand tu lèves 5 doigts, c'est 50 €. Oui, 50. C'était la plus vieille et la plus galérienne des Chinoises du quartier. Vinyle noir de la tête aux pieds, jupe et top à zip, masque hygiénique souillé de rouge, lunettes de soleil, fausse Dior, j'adore. Toi me suivre. Non, toi me suivre. Elle m'a suivi. J'étais son seul client possible. Je lui ai montré mon passe-partout spécial catacombe, métro désaffecté et autres monuments insolites prêtés par une amie cataphile, mais je ne pense pas qu'elle ait compris. Ça ouvrait tout Paris ou presque, ça ouvrait en tout cas l'arc de triomphe de la porte Saint-Denis. Oui, là. Non, non, pas police, t'inquiète pas, entre. Elle est entrée, incrédule. Elle avait passé des heures sur les scooters garés en face. Elle n'avait jamais songé qu'on pouvait entrer dans l'édifice.
Bouge-toi le nez, monte les escaliers, ça pue la pisse, désolé, ça donne envie de vomir, mais en haut on respire, j'arrête de parler. Elle a monté les escaliers parmi les rats. Je tournais la tête de temps en temps pour voir si elle était toujours là, dans l'ombre du colimaçon infect. Je n'aurais pas aimé être à sa place. J'aurais eu peur de suivre un détraqué. Le toit de terrasse de la porte Saint-Denis au crépuscule. On s'est considéré seul sur quelques 120 mètres carrés d'invisibilité sociale, sous le ciel de Paris en fusion. Son visage était grossier, mais ses traits avaient été fins. Elle se tenait sur ses gardes, tremblait comme de l'essence. « Viens voir !» On s'est penché. Au nord, en ligne droite, la rue du Faubourg était un port avec ses quais et ses docks. Commerce de bouche, déchargement alimentaire, bars et restaurants bondés, plaisir et marchandises, gueux infra-humains, semi-nus ou en haillons, venus d'outre-planète, surfeurs urbains, coolitude, coulise, soliloque d'émigrés psychotiques bave aux lèvres, psychiatrie et ethnopsychiatrie de rue, tox et détox, taxes et détaxes, jouir, vendre, survivre. Toi, payé avance, monsieur. J'ai payé avance avec un billet neuf. Regardez nos mains se rencontrer. Mes ongles pâles, ces ongles noirs pailletés d'or, certainement magnifiés dans un bar à ongles du quartier. Non, range tes seins. J'ai sorti d'une housse à champagne isotherme un magnum substance de chez Jacques Solos. Elle a fait « Oh !» Puis j'ai extrait le sabre planqué dans ma veste et elle a fait « Ah !» en reculant de 3 mètres. Non, non, n'aie pas peur. Moi, juste champagne avec toi. Tu aimes champagne ? Elle est restée en retrait. J'ai posé la bouteille sur le rebord de la terrasse, tout en tenant fermement le ventre du flacon, et j'ai lentement frotté la lame chaude contre le col de la bouteille glacée, puis j'ai lâché le tranchant. Pff, le liquide a ruisselé dans les flûtes en plastique. Allez, une pour toi, une pour moi, t'es mieux ici qu'à tapiner en bas. Chin chin. Ah. Elle a trempé ses lèvres. Très bon. Ah oui, c'est bon, au sommet du plus beau monument de Paris, le plus négligé, le plus magnétique. Je voulais t'offrir le champagne là où personne ne vient jamais. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Caroline. Caroline ? C'est mignon. Et en vrai ? Ton vrai nom en chinois ? Nini. Nini. J'adore. Nini. Ah. Nom à toi ? Denis. Comme la porte. Voilà. Alors, je présente tout de même le texte. Il y a eu toute une série de fragments qui ont été lus là, au début de la lecture, qui sont en fait des citations d'écrivains, de gens qui ont écrit sur la porte Saint-Denis. Voilà, donc je ne vais pas déflorer le secret. Voilà, les lecteurs, je l'espère, s'amuseront à retrouver les auteurs de ces phrases. Voilà, alors la porte Saint-Denis, moi je l'aime beaucoup. Voilà, c'est le quartier des surréalistes, c'est le quartier de gens que j'aime encore beaucoup, qui sont ici, qui ont écrit sur le quartier. Annie Lebrun habite à côté. Voilà, c'est. Moi j'aime les boulevards en fait. C'est pas simplement par goût du mélo, c'est par goût de la substance universelle, le jugement dernier au quotidien qui circule hors hiérarchie sociale, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup cet endroit. Voilà. Et ça n'est pas un giratoire. Et ça n'est pas un giratoire. Voilà, merci beaucoup Frédéric Sirier. Je vous invite donc tous à
à vous reporter à ce magnifique récit B dont vous avez eu quelques aperçus, et il y a encore beaucoup de pistes ouvertes que nous n'avons pas encore explorées, mais que vous ferez, j'espère, quand vous serez lecteur de ce livre. Voilà, merci d'avoir été avec nous, merci Frédéric, et au revoir. Merci beaucoup, merci.